Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Si vous écoutez Que faire des mômes, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission, puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que faire des mômes, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer, et je vous présenterai ma sélection livres. Mes invités aujourd'hui, Élodie Arnoux pour Future Grande, son One Woman Show, à l'Apollo Théâtre tous les vendredis et samedis à 20h, le comédien, auteur et metteur en scène Freddy Vio pour ses spectacles pour enfants actuellement en tournée, le roman de renard, les aventures de Tom Sawyer et un sac de billes. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoile de Rêve et l'atelier du Futur Papa Bordeaux. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du Futur Papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du voyage du docteur Dolittle. Après la perte de sa femme 7 ans plus tôt, l'excentrique docteur John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l'Angleterre de la reine Victoria, s'isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d'animaux exotiques. Mais quand la jeune reine tombe gravement malade, le docteur Dolittle, d'abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique, dans une épique aventure à la recherche d'un remède à la maladie. Alors qu'il rencontre d'anciens rivaux et découvre d'étranges créatures, ce périple va l'emmener à retrouver son brillant esprit et son courage. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, c'est vous? Le docteur Dolittle? Me voilà contraint d'entreprendre ce périlleux voyage. Allez tout le monde, faites vos bagages. Vous parlez aux animaux? C'est normal d'avoir peur. Bonjour Paris. Bonjour mon festin. Curieusement, on est bien ensemble. yes, I think to myself, oh, what a wonderful world. Le voyage du docteur Dolittle, un film extraordinaire et que j'ai vu et que je vous recommande vivement à voir en famille. Dans quelques minutes, votre rubrique livre, mais d'abord, je souhaitais pour cette nouvelle année replonger dans les archives de l'émission. Elle triomphe actuellement dans Future Grande, son One Woman Show, tous les vendredis et samedis à 20h à l'Apollo Théâtre. Je vous propose de réécouter ce grand moment que j'ai passé avec Élodie Arnoux. Bonjour Élodie Arnoux. Bonjour.
Alors votre actualité, c'est Future Grande, votre one-woman show dans lequel vous triomphez en ce moment à l'Apollo Théâtre, tous les vendredis et samedis à 20h. Alors que raconte ce spectacle ? Ce spectacle, ça parle d'une fille de la génération un peu Y, donc qui va proche la trentaine, et qui se rend compte qu'elle est en décalage par rapport à tout ce qu'on doit avoir coché à cet âge-là, d'une fille déjà qui fait jeune, et aussi voilà qui a un décalage, donc qui est pas mariée, pas d'enfant, pas de crédit, pas de voiture, pas de chien. Tout ça, c'est le constat de ce spectacle. Et donc ça parle du fait de grandir, de devenir une vraie adulte, entre parenthèses, une vraie femme. Non, c'est ce que vous dites en me regardant comme ça, la fille elle est toute petite, un visage tout rond, vous dites bah... Mais elle a quel âge cette petite fille? Mais enfin, je suis une femme. Et je sais qu'en disant ça, je vais faire beaucoup de peine à tous les pédophiles qui sont dans la salle ce soir. Bonsoir. Non, dis bonjour comme ça. Non, je sais que je fais jeune. Je fais jeune comme tous les malgaches. Et tu sais, quand t'es malgache, on sait pas trop d'où tu viens. Tu sais, on demande souvent, mais Elodie, c'était tout ça. Tu viens d'où, toi? Moi? Ben, de Grenoble, je suis née là-bas. Non, mais avant! T'as d'une couille! Quels sont les thèmes que vous aimez aborder dans ce spectacle ? Donc je commence par le fait que je fais jeune dans la première partie du spectacle. Ensuite, je parle du boulot, parce que j'étais ingénieure avant. Et puis, à force d'entendre tous les matins « Comment ça va ? Comme un lundi !» Je suis fou. J'ai tout lâché pour devenir humoriste. Et du coup, même ce côté stable que j'avais, je l'ai plus. Après mariage, enfant, rien du tout. Et pour finir, je m'interroge sur la dernière partie, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être une vraie femme, entre guillemets. C'est un petit peu ce côté un peu féministe à ma manière que je défends. Et puis au final, je conclus sur le fait qu'on grandit tous un petit peu, même si on veut pas. C'est inéluctable. Que pensez-vous de l'expression tout ce qui est petit est joli ? Mais c'est une expression on ne peut plus vraie. Elle est tout à fait exacte. C'est pas une expression, c'est une règle d'or qui a été tout le temps vérifiée. Et puis regardez-moi, regarde, je suis mignonne comme un cœur, enfin. Et je fais jeune. Je fais tellement jeune que quand je me fais harceler dans la rue, c'est par des enfants de 15 ans. J'ai dû lancer mon propre hashtag. Balance ton porcinet. Alors justement, vous parlez avec humour de votre taille. Est-ce que votre taille était un complexe à un moment donné dans votre vie ? Oui, ouais. Quand t'es jeune, primaire, collège, toujours les enfants sont d'une cruauté et ils se moquent un peu sur tout ce qui peut être différent. Donc moi, j'étais très petite aussi à cette époque-là et on se moquait de moi. Mais le truc que je faisais, c'est que j'utilisais l'autodérision. Je me moquais de moi-même encore mieux. Et du coup, les gens se disaient Bon, en fait, elle rigole, et du coup, c'est plus trop intéressant, on va se moquer de quelqu'un d'autre. Et donc, j'utilisais ça un peu l'humour, du coup, comme défense. Est-ce que le fait de paraître plus jeune est un atout aujourd'hui ? Bah oui, je me tape des jeunes, c'est génial. Non, c'est pas vrai. Par contre, un truc vrai, c'est que j'ai eu la carte 12-17 l'année de mes 27 ans. J'ai rien payé à la SNCF, c'était génial. Je rigole. Si jamais il y a quelqu'un de la SNCF qui m'écoute. Mais voilà, non, il y a des petits avantages, les places de ciné gratos, voilà. Des trucs où on t'a juste à faire votre petite fille à faire « Oh non, j'ai oublié ma carte d'identité !» Et puis ça passe. Alors, quelques mots maintenant sur les personnages que vous interprétez. Combien de personnages vous interprétez sur scène ? J'ai pas compté. J'utilise toujours des personnages. Quand je les interprète, c'est des petites parenthèses que j'ouvre. Et c'est des gens en général que j'ai rencontrés, que je caricature énormément. Et j'ai pas compté exactement combien j'en interprète, mais j'en ai pas mal. Genre, il y a la femme de l'administration, il y a le banquier, oui celui-là je l'ai, il y a ta gynéco, tous ces trucs un peu angoissants, ces rendez-vous où c'est un peu formel, et moi je détecte des personnages chez eux et je pousse leurs défauts un peu à fond, donc c'est assez jouissif à faire. Mais sinon après sur scène je suis vraiment moi-même quand je suis très en forme. Tu vois, Elodie en soirée, super Elodie, super dynamique, hyper en forme, donc ouais, c'est moi. Quel est le personnage que vous aimez jouer sur scène ? Tous, parmi tous les personnages que j'aime jouer, c'est tous. J'éprouve un malin plaisir à exagérer, et puis en plus, ça a tendance à rappeler des personnes aux gens qui dans le public, et du coup ils rigolent d'autant plus parce qu'ils reconnaissent ah ouais elle est comme ça, mon docteur il est comme ça, etc. Donc ils se rappellent, et du coup j'aime pousser ces défauts là ou ces traits de caractère qu'on peut retrouver chez des personnes. Si je vous demandais de faire un des personnages, vous ne feriez qui là ?
Ah bah je ferais ma préférée, c'est celle de l'administration qui commence toutes ses phrases par « Bah non votre dossier n'est pas complet. Il manque la photo d'identité sans le sourire. » Très insupportable, elle parle comme ça, elle est assez patibulaire, elle est très molle, elle se plaint tout le temps, on connaît tous quelqu'un comme ça. Et moi, j'ai croisé cette nana quand je suis allée faire ma carte grise à la préfecture. Et donc, c'est vraiment une vraie nana qui m'a rendue folle. Et je me suis dit, bah, tu vas te retrouver dans le spectacle, tu vas voir. Vous lui avez dit qu'elle est dans le spectacle? Pas du tout. Je suis partie avec mon petit calepin en notant. Ouais, ok, alors elle parle comme ça. Elle articule beaucoup. Ouais, voilà. Je notais les petits traits de caractère et puis et comment elle parlait à toutes les personnes qu'elle avait en face d'elle de façon super plaintive. Mais non, elle faisait vraiment comme ça. Donc c'est super énervant. T'avais entendu 3 heures et puis il faut que quelqu'un te parle comme ça. Donc ouais. Alors dans votre spectacle, vous chantez, vous dansez, vous mêlez sketch et stand-up à un rythme effréné, hein, vraiment. Hein. Est-ce que le qualitatif de showgirl vous convient? Ouais, moi j'aime bien ce terme-là parce que moi je veux que mon spectacle soit un vrai divertissement. C'est-à-dire que les gens s'ennuient pas une seule seconde et qu'ils voient pas le temps passer et à la fin ils se disent « Oh non, c'est déjà fini !» Moi je me connais, je sais qu'en spectacle j'ai tendance à divaguer au bout de 45 minutes. J'ai l'attention d'un enfant de 3 ans vraiment. Et du coup je voulais que mon spectacle soit un peu comme ça, qu'il en jette un peu et qu'il soit vraiment un vrai divertissement, une vraie expérience, que les gens viennent, ils viennent, il y a des surprises, il y a des machins, ça pète un peu partout. Donc voilà, j'avais cette volonté-là de vraiment divertir par tous les moyens. À quel moment vous avez eu envie de faire de la scène? Bah, j'ai pris mes premiers cours de théâtre, d'impro, au Café Théâtre L'Antidote et vraiment la prof était géniale et j'ai attrapé le virus de la scène vraiment à ce moment-là. Pendant les cours, j'étais à fond. Quand on faisait des spectacles en public, j'étais encore plus à fond et donc je voulais tout le temps jouer. Il m'a dit, mais enfin, Elodie, je peux pas te faire jouer tout le temps. J'ai un théâtre professionnel. Et du coup, j'ai créé mon propre travail. J'ai fait des petits sketchs avec un pote, Slimane Keza. On s'est mis un défi d'aller tester des scènes ouvertes. Et puis voilà, 3 minutes chacun. Vraiment, c'était le défi. Et puis ça s'est bien passé. Et on a enchaîné, on a continué. Puis finalement, ouais, c'était vraiment la drogue, quoi. Mais je l'ai découvert super tard. Je pense que j'avais 23 ans. Quelle sensation ça vous procure d'être sur scène? En fait, c'est plus... j'ai l'impression de rigoler avec des amis, vraiment. D'ailleurs, je regarde vraiment les gens. J'ai pas le 4e mur où je regarde au loin et parce que je me stresse. Je regarde vraiment les gens et j'ai l'impression j'aime bien avoir ce lien-là avec les gens et que les voir qu'ils sont heureux, qu'ils passent un bon moment, qu'ils rigolent. Ouais, ça ça me procure du plaisir de les voir contents, dans un bon mood, dans une bonne énergie, de dire s'ils ont passé une journée de merde, et ils repartent avec la banane. Et c'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Vous êtes traqueuse, vous avez le trac? Énormément, c'est horrible. Ça, c'est vraiment le point négatif du métier d'humoriste. D'ailleurs, je sais pas qui est le responsable de l'humour, mais si on pouvait enlever ce truc-là. Moi, j'ai mal au ventre, grosse traqueuse tout le temps. Comment vous expliquez qu'une fois sur scène, ça s'arrête? Mais en fait, c'est une fois que je vois les gens et que je vois qu'en fait, ils sont pas méchants, c'est juste des personnes qui viennent se divertir et qui sont là avec toi au final et qu'il y a une sorte de bienveillance comme ça, et en fait ça part tout de suite. Et après il y a les rires qui viennent et c'est d'autant plus cool, quoi. Alors vous avez un sens de la répartie, de l'improvisation exceptionnel, hein. Est-ce que c'est inné chez vous ou ça s'apprend? C'est un peu des deux parce que moi au début quand je faisais des impros, moi j'avais mes premières réparties, je les avais mais dans ma barbe sur scène, je les assumais pas trop. Je faisais des petites blagues de côté, du coup les gens le recevaient pas et ça marchait pas. Et en fait au fur et à mesure de jouer, on voit que si tu la dis fort ta blague en fait ça marche mieux, etc. Donc c'est un peu des deux et puis après il y a des situations qu'on retrouve et on sait qu'on peut retirer cette ficelle là, ça va remarcher. Donc c'est un peu des deux, c'est un peu de l'inné. Il y a beaucoup d'inné et d'ailleurs il y a beaucoup de parties du spectacle que j'ai fait en impro et je me suis dit c'est pas mal et que j'ai gardé. Et il y a aussi de choses qu'on garde parce qu'on s'est dit quand il y a quelqu'un qui fait ça, je peux faire ça marche tout le temps, etc. Donc ouais, c'est un peu les deux. Alors si je vous dis Body Shape Crew, je sais pas si je le prononce bien, ça vous rappelle quoi? Ça vous dit quoi? You mean the Body Shape Crew? C'était mon groupe de danse que j'avais il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, le seul truc artistique que je faisais, c'était de la danse. Et encore, je faisais pour faire du sport, mais après, j'ai vraiment adoré la danse. Je suis vraiment plongée dedans à fond. Et ouais, c'était un groupe qu'on avait à Lyon, à Villeurbanne, exactement. Et on faisait des concours, on s'entraînait, on passait notre temps à s'entraîner, on a ri, on a pleuré ensemble. Donc, c'était vraiment une belle expérience de troupe de danse. Et donc, ouais, j'ai fait longtemps de la danse. Et du coup, j'en ai mis dans le spectacle. Je pouvais pas ne pas mettre de danse, mais ouais, j'ai fait beaucoup de danse et dédicace au Body Shape Crew.
Animatrice télé, parce que vous avez fait ça aussi. Oui, exact. Bravo pour les recherches. Oui, j'ai animé sur Énorme TV une émission de zapping, et ce qui était génial sur cette émission, j'ai fait qu'une seule saison, mais après l'émission et la chaîne a complètement disparu. Mais ce qui était génial, c'est qu'il y avait carte blanche, donc je faisais n'importe quoi. Je faisais ce que je voulais. Et à un moment, je devais lancer une vidéo d'une fille qui faisait du nunchaku. Et puis moi, je me suis dit, je vais faire la même avec les saucisses. Donc les gars, ramenez-moi 2 knackis, de la ficelle. On va faire du nunchaku avec. Et on m'a dit oui, c'était génial. Je me suis dit, mais c'est trop bien, je fais ce que je veux. Si je vous dis en coloc. En coloc, oui, ouais. Alors c'était un petit rôle, si je puis dire, que j'ai eu dans une web série de Capucine à Nave. Et je connais le réalisateur, Arnaud Midon, il habite à côté de chez moi à Lyon. Et du coup, il m'a dit, il me connaissait sur scène et tout ça, il m'a dit, je t'écris un petit rôle. Donc j'ai fait un petit rôle de racaille. En tout cas, c'était vraiment ma première expérience, entre guillemets, de jeu caméra. J'en ai jamais fait. Pour moi, c'était vraiment la scène, le théâtre. Et donc, ouais, c'était pas mal quand même d'être avec des gens qu'on connaît, une ambiance un peu familiale, ouais. Alors, plus personnel maintenant. Grenoble. Oui, Grenoble, moi j'ai grandi à Grenoble, c'est ma ville, à Clé exactement, dédicace à l'école de musique de Clé. Et non, j'étais à Clé jusqu'à mes 17 ans. Donc ouais, j'ai grandi là-bas, mes parents étaient là-bas, puis après on a tous un peu bougé à Lyon. Mais ouais, Grenoble, c'est ma ville. Et quand je suis arrivée à Lyon d'ailleurs, j'avais plein d'expressions de grenoblois, de narvalo. Madagascar. Ouais, Madagascar, je suis d'origine malgache. Ma mère de Madagascar, originaire de Madagascar, et mon père de Diego. Depuis qu'on est petite, avec ma sœur, on y va tous les 2-3 ans. Nos parents nous emmènent vraiment assez régulièrement. À chaque fois, on avait l'impression de faire Koh-Lanta. Ma sœur, on partait en disant, allez, il faut qu'on tienne jusqu'au poteau. Donc ouais, non, c'était vraiment, moi je trouve que c'est une super expérience d'ouverture d'esprit parce qu'on était vraiment, ça nous sort de notre confort et on se dit, voilà, il y a autre chose qui peut exister, et on se rend compte de la chance qu'on avait. Donc moi c'était vraiment une bénédiction, ces 2 cultures que j'ai. Et puis après je parle pas malgache, je sais juste dire sakaf, ça veut dire à table. Ça veut dire on mange. Puis les malgaches ont cet optimisme aussi tout le temps, et cette joie de vivre, même dans les situations les pires, les plus dures, qui fait que voilà, moi j'ai du mal à me plaindre, et j'ai du mal à être négative. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de transmettre la bonne humeur et quelque chose de positif dans mon spectacle. Merci Elodie Arnoux, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Allez applaudir Elodie Arnoux dans Future Grande, son One Woman Show, tous les vendredis et samedis à 20h à l'Apollo Théâtre. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Après Le Bois de Hêtre de Armand Bulva aux éditions de l'Archipel, Armand Bulva, fils d'un couple de tailleurs, a 10 ans lorsque le quartier juif où il est né est transformé en ghetto et cerné de barbelés. Contraint au travail forcé puis déporté à Buchenwald, il survivra 3 mois, à jamais redevable au geste d'un garçon de son âge, Lolek Buzyn, qui lui offre une ceinture. Recueilli par l'œuvre de secours aux enfants Oz en mai 1945, seul rescapé de sa famille, il découvre la France dont il ignore tout. Il y gagne un prénom, Armand, et une famille qui, comme lui, s'appelle Bulva. Son témoignage est tenté par une énigme. Pourquoi a-t-il survécu ? 75 ans après la libération des camps de la mort, le témoignage bouleversant d'Armand Bulva, l'un des derniers survivants de Buchenwald, démontre qu'il faut encore et toujours rappeler aux nouvelles générations ce que vécurent les victimes de la Shoah. Il faut savoir que né en Pologne en 1928, Armand Bulva refera sa vie en France, ouvrant avec son épouse un magasin de confection à Paris. Depuis les années 1990, il rencontre des élèves pour témoigner. Après Le Bois de Hêtre, mémoire de Armand Bulva aux éditions de l'Archipel. Maintenant, dans Que faire des mômes, il est à la fois comédien, auteur et metteur en scène. Il connaît mieux que personne le spectacle jeune public. Ses nombreux spectacles triomphent en tournée dans toute la France. Freddy Vio est mon invité. Bonjour Freddy Vio. Bonjour Eric. Alors, vous êtes comédien, auteur et metteur en scène. Vous signez notamment la mise en scène de nombreux spectacles pour enfants. Comment vous est venue cette passion pour le spectacle ? Pour le spectacle globalement et pour le spectacle pour enfants, je pense ma mère était institutrice et je pense que ça m'a donné le goût d'abord de faire l'animation. J'étais animateur, j'ai mon BAFA. Du coup, j'ai côtoyé beaucoup d'enfants et quand j'ai commencé à faire du spectacle, naturellement, j'ai eu envie de raconter des histoires aussi aux enfants puisque je les avais côtoyés beaucoup. Est-ce que déjà tout petit, vous montiez des spectacles ? Non, c'est pas mon cas parce que j'étais très timide étant enfant. Je le suis toujours. Et non, j'ai plutôt une culture
toujours très télévisuel. Moi, j'étais de la campagne, dans une campagne où il y avait assez peu de théâtre et de propositions théâtrales. Donc j'ai découvert le théâtre assez tard, mais j'avais un goût pour les histoires par la télé, par les dessins animés, par les films, les séries. Et je pense que c'est de là que ça m'a donné envie d'en raconter à mon tour un petit peu plus tard. Alors vous qui mettez en scène aussi bien des spectacles adultes que pour enfants, est-ce qu'il y a une difficulté particulière lorsqu'on s'adresse à un jeune public ? Je dirais qu'il y a beaucoup de points communs et la seule différence c'est peut-être d'être un peu exigeant sur la rythmique, d'avoir des scènes assez courtes pour renouveler l'attention très régulièrement des enfants, parce qu'on sait qu'ils font assez peu d'efforts et que si ça leur plaît moyen et que l'ennui arrive, ils n'hésiteront pas à le manifester. Donc la réflexion elle est peut-être d'avoir des scènes courtes. Je pense beaucoup à ça quand j'adapte. Ouais. Par exemple sur une heure de spectacle, puisqu'on essaie de pas dépasser une heure à peu près, c'est un peu le format le plus long possible pour l'attention des enfants. Je me fixe sur des scènes de jeu qui soient pas plus longues de 2 minutes. Donc tous les 2 minutes, il y a une nouvelle scène, un nouveau personnage, un changement de décor, une nouvelle orientation d'intrigue. Mais voilà, je bosse par des petits morceaux qui dépassent en général pas 2 minutes. Voilà. Alors plusieurs des spectacles pour lesquels vous avez collaboré en tant que metteur en scène ou adaptateur sont en tournée. Quelques mots alors sur chacun des spectacles. Alors il y en a beaucoup, j'ai fait une petite sélection. Le roman de Renard. Alors c'est une pièce pour laquelle Claude Bouvet a fait l'adaptation et vous la mise en scène. Oui, voilà, on a une pensée pour Claude qui est décédé il y a 1 an à peu près. Il a adapté ce texte pour la compagnie il y a une 20aine d'années. C'est notre plus vieux spectacle, on l'a créé en 2001. Donc on va fêter bientôt les 20 ans du spectacle. On l'avait monté en pensant le jouer 30 fois et puis voilà, ça fait 20 ans qu'on le tourne et on s'ennuie toujours pas à le jouer. Donc on l'a joué presque 1500 fois, 1300, 1400 fois. Et qui est du coup un spectacle qui est monté dans l'esprit du théâtre de Tréteau, moyenâgeux, donc avec assez peu de décors, qu'on a joué encore récemment au Point Virgule, puisqu'on l'avait joué au Point Virgule entre 2002 et 2006. On l'a repris toute la saison dernière encore, et là il est en tournée un peu partout. Comment vous avez donné vie à cette histoire justement ? Il y avait vraiment l'adaptation que Claude avait déjà réalisée était très dynamique. Après on l'a retravaillé un peu ensemble avec lui, et puis on est vraiment sur un théâtre qui s'apparente un peu au théâtre de Commedia dell'arte. Les comédiens jouent des animaux, puisque tous les personnages du roman de Renard, ce sont les animaux. Donc on a travaillé un peu sur le corps, sur la manière dont les comédiens se tiennent pour rendre un peu l'identité de l'animal. Et puis c'est de la farce, donc c'est de la comédie. On a travaillé sur le rythme, sur les situations qui soient enlevées. Et voilà, c'est un spectacle qui est très dynamique, très très drôle. Pourvu que Renard nous rapporte de quoi manger. Les poulaillers sont bien gardés. Les coqs sont vigilants. Si demain, tu reviens sans rien. Je te ferme l'entrée du terrier. Qu'est-ce qu'on fait pour être incivilisé? À quoi sert-il d'être belle si l'on est point aimé? Prends garde à Renard. Grâce et rondelette comme t'es, je tiens à toi. T'es ma meilleure pondeuse. Majesté, Renard a encore frappé. Renard, Il faut l'arrêter. Renard encore lui. Je sous-signé, Sire Noble le Lion, ordonne à tous mes sujets de me ramener Renard. Je le ramènerai en personne, Majesté. On va parler maintenant des aventures de Tom Sawyer. Là, c'est adaptation et mise en scène. Ouais. Et déjà la 350e, c'est ça ? Ouais, exactement, c'est pareil. On l'a créé en 2010 et il cesse de tourner. On a parfois eu envie de le mettre dans un placard et puis il y a eu des demandes, donc on le balade sur les routes un peu tout le temps. Oui, Tom Sawyer, c'est pour moi une œuvre de jeunesse parce que moi je regardais les dessins animés quand j'étais enfant et puis après j'ai lu le livre et c'est une œuvre qui
qui était pas très adapté sur scène, et j'avais très envie d'en faire une adaptation théâtrale. C'est une œuvre joyeuse, puisque du coup c'est le personnage de Tom Sawyer qui n'arrête pas de faire des bêtises, et des grosses bêtises, puisqu'il fait vraiment des sacrées bêtises dans le livre, et c'est pas une intrigue que j'ai utilisée pour le spectacle, mais ils se font passer pour morts et ils assistent à leur enterrement. Enfin, ils y vont fort, quoi. C'est vraiment une petite canaille de l'époque, quoi. Et c'est un spectacle très drôle aussi, très enlevé. Comme ce sont des spectacles sur la durée, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la première représentation et 10 ans après, par exemple ? Alors, dans le fond, pas vraiment, parce que la mise en scène bouge assez peu, mais on est sans arrêt. Je suis assez présent, moi, en tant que metteur en scène sur les spectacles, même en tournée, et on est sans arrêt en train de creuser, de réinventer, de questionner le texte, d'essayer de mieux dire, mieux rendre, et on n'en finit jamais de creuser un peu plus et de trouver un peu plus la justesse et la vérité de chaque situation. Donc c'est des questions qu'on remet en cause en permanence, et du coup le fond ne change pas vraiment, mais on est sans arrêt en train de réveiller, de rafraîchir tout ça. Alors il y a également un sac de billes, donc là vous signez l'adaptation. Alors c'est quoi la différence entre l'adaptation et la mise en scène ? L'adaptation, c'est vraiment purement textuel, c'est-à-dire c'est moi qui ai travaillé sur l'adaptation du livre de Joseph Joffo pour en faire un spectacle, puisqu'en plus c'est de la littérature. La plupart des textes que j'ai adaptés, ou quasiment tous d'ailleurs, sont des textes de littérature, donc il y a vraiment la théâtralité à trouver dans les adaptations. Et le sac de billes, c'est vraiment une initiative du comédien James Groglin, avec qui je travaille depuis un bout de temps et qui voulait monter cette œuvre-là depuis plusieurs années. Et du coup, il m'a demandé d'y songer, d'y travailler. Et en lisant, parce que moi je connaissais pas l'œuvre, je savais un peu de quoi ça parlait, mais je l'avais pas lu au collège. Et j'ai eu l'idée d'en faire un seul en scène. Donc en fait, c'est devenu un seul en scène où il joue tous les personnages. C'est Stéphane Dora qui fait la mise en scène, et c'est un très très beau spectacle là, qui marche très très fort. On l'emmène à nouveau à Avignon cet été. Il va être en tournée un peu partout toute la saison prochaine. Il était au Lucernaire. C'est un chouette spectacle qui reste très important à présenter pour parler de l'antisémitisme actuellement, qui a beaucoup de résonance encore actuelle. Aujourd'hui, il faut fuir. Ne dites jamais que vous êtes juif. La France libre n'est plus très loin. Je vous fais passer, moi, pour 500 francs chacun. Il y a des flics un peu partout et ils ont ordre d'arrêter tous les juifs. On part découvrir Marseille. Nous n'avons pas de papier, mais je dois cacher ma peur. Mes parents ont été arrêtés. Ils ont échappé de justesse à une rafle dans le 18e. Pas d'école. Je suis libre de tout mouvement. Il faut qu'on s'invente une nouvelle vie. C'est ma faute. On est tombé dans un piège. Une souricière. Non, on n'est pas juif. On est d'Algérie. La presse est unanime. La Provence titre une prouesse. Le Monde du ciné, c'est culotté et inventif. Le Parisien, une comédie puissante. Vous en pensez quoi de tout ça ? Eh ben, on est ravis que ça plaise, et puis que les journalistes semblent bottés par le spectacle. On y a mis beaucoup de cœur dans le sac de billes. En tout cas, on est vraiment on est vraiment très touchés et très contents de porter cette œuvre qui avait pas été adaptée en France sur scène, donc c'était une vraie première. On a eu la chance que Joseph Joffo, avant son décès, il est décédé en décembre il y a un an, a été absolument partant et nous a accompagnés sur les premières étapes de discussion autour du projet. Donc on était portés par son aval, et on avait du coup très très à cœur de faire un spectacle qui soit fort, qui raconte cette histoire avec fidélité. Et voilà, c'était un beau projet. Alors cette compagnie a notamment signé Le Vilain Petit Canard, La Chèvre de Mister Seguin. J'adore ce titre, je suis né à Fontvieille moi. Ou le Moulin de Daudet, le fameux Moulin de Daudet, et où Daudet écrivait justement. Joyeux Noël, Chien pourri. Il y a aussi de nombreux spectacles jeunes publics sur lesquels vous avez collaboré. La Petite Sirène, Alice au Pays des Merveilles. Tous ces spectacles, ce sont des spectacles que vous avez mis en scène. Combien d'heures de travail ça demande justement, ça a nécessité environ? Je suis assez long à me décider sur un spectacle. Il faut vraiment que l'histoire me botte. Il faut que je sente que ça corresponde à quelque chose d'important pour moi à raconter, même si c'est à travers des histoires connues de tous. Donc la gestation la plus longue, c'est la prise de décision de m'embarquer sur telle ou telle histoire. Après ça, je dirais qu'il y a 2-3 mois de travail d'adaptation textuelle, qui est pas intensif, mais qui avec plusieurs versions que je laisse reposer et que je reprends. Et puis après, le vrai travail
de création, de répétition avec les comédiens, de création du spectacle, c'est environ un mois et demi, là pour le coup assez intensif, et qu'on reprend parfois lors de reprises, comme les spectacles se reprennent, on creuse, on coupe, on retravaille un petit peu, voilà. Ça fait, en gros, je pense que je crée à peu près un spectacle tous les 2 ans, un spectacle jeune public tous les 2 ans. Dans un tout autre registre, alors vous mettez en scène également les Divalala. Laissez-moi danser, ta-ta-ta-ta-ta. Laissez-moi Scooby-Doo, wa 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 shabada. M'en fous, je veux pas qu'on me remplace. Je suis jalouse, à en faire trembler mes jambes. Moi, je l'ai vu il y a à peu près 3 ans, et ce spectacle tourne toujours. Oui, il tourne toujours, il est en tournée là cette saison, le deuxième spectacle, parce que du coup on en a fait 2, c'est le deuxième, s'appelle Femme, tourne encore un peu partout, il repart en tournée sur plusieurs dates entre février et le mois de juin, et Scoop, on est en train de préparer le 3e, le numéro 3, avec des chansons qu'on reprend un peu du premier, mais en vraiment recréant un spectacle complet. Ça va s'appeler C'est là l'amour, et ce sera à Avignon cet été au théâtre de l'Essaillon à 22h. Alors vous arrêtez pas, vous dormez jamais? Si, on arrive à trouver le temps de dormir parce que c'est important. Mais oui, c'est vrai que je suis assez occupé. Et je rêve d'avoir des plages un peu plus longues d'écriture, parce que l'écriture me manque. C'est quelque chose que j'aimerais avoir plus le temps de faire, mais c'est vraiment des périodes où il faut être un peu plus en repos, en calme, en rêvasserie, et j'ai un peu de mal à trouver ces phases-là, ces périodes-là. À quoi ressemble justement une journée de metteur en scène? Alors ça dépend vraiment, c'est-à-dire que si c'est des jours de création, si c'est des périodes de création, c'est des jours qui sont essentiellement de répétition. Donc en général, je répète de 9h du matin à 16-17h. Quand je suis dans une phase de création, en général, j'enchaîne avec des rendez-vous, soit sur les décors, soit sur les costumes, soit sur la création de la musique. Et puis sinon, le reste du temps, il y a beaucoup d'administratifs aussi, parce que on est une petite compagnie, donc on reste producteur, en autoproduction. Donc il y a toute une partie qui est quand même de la préparation de planning, organiser les représentations parisiennes au niveau de la com ou au niveau des plannings de comédiens. Et puis sinon les jours de tournée, on part en tournée, on est sur les routes certaines fois aussi. Quel est votre plus beau souvenir de tournée? Oh là là, j'en ai plein, ils sont très variés, voilà, mais vraiment j'en ai beaucoup, chaque date est singulière. On a tourné dans des lieux dans des très gros lieux, des théâtres de 1000 places, comme dans des salles des fêtes en pleine campagne où c'était pas très équipé. On s'est équipé, donc on a un petit théâtre portatif qu'on peut monter avec du son, de la lumière, pour essayer de créer des conditions théâtrales. Je me souviens d'une date où c'était pour un arbre de Noël avec le vilain petit canard, dans une campagne viticole, et on se sentait un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe, et on s'est dit oh là là, ça va être la catastrophe. On sentait que les gens, on nous avait pris le vilain petit canard, je pense sans trop savoir ce que c'était. Le maire du village pensait que c'était des marionnettes. On sentait vraiment pas à notre place. Et puis en fait on a commencé à jouer et ça a été la magie absolue, c'est-à-dire qu'on avait 200 personnes qui se sont mis à ouvrir leurs yeux, leurs oreilles, alors que ça discutait beaucoup avant, et on s'est dit ça va être un brouhaha ambiant. Et la magie du théâtre avait eu lieu cette fois-là, c'était très très fort. Je me souviens d'un souvenir de vrais grands moments de théâtre là où on s'y attendait pas. Voilà, ça arrive des fois. Le spectacle que vous avez mis en scène et dont vous êtes le plus fier? C'est très difficile à dire. Être metteur en scène de spectacle, c'est surtout comme ils continuent à vivre tous, puisqu'ils sont tous en tournée régulièrement. C'est comme une grande famille dans laquelle il y a une nouvelle naissance de temps en temps. Je suis un peu le papa de tous ces enfants et je les aime pour des choses différentes, mais ils n'ont pas tous la même identité, ils n'ont pas tous le même besoin d'attention. C'est impossible à choisir, vraiment, c'est compliqué. Alors, quels sont vos projets pour 2020 et au-delà? C'est la dernière question.
Et donc là je vais rentrer en création du nouveau spectacle d'Eddie Valhalla, donc spectacle pour adultes pour Avignon cet été, avec Céla Lamour. Et puis à la rentrée, là je vais commencer à cogiter un nouveau spectacle, une nouvelle adaptation jeune public. Donc je suis en lecture, je cherche la bonne histoire, quelque chose que je n'ai pas encore raconté jusque-là. Je lis, j'ai encore pas trouvé la bonne idée, mais j'espère la trouver assez rapidement. Merci Freddy Vio, merci beaucoup. Merci Eric, merci. Ne manquez pas les spectacles de Freddy Vio en tournée et à noter que le spectacle Un sac de billes sera présent au Festival d'Avignon cet été au Théâtre La Luna à 19h05. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmoms.fr. Venez partager vos impressions sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.